3, 2, 1, top. Ça y est, le deuxième satellite marocain a entamé son voyage dans l'espace à 2h42, heure marocaine. Beau bébé d'une tonne capable d'observer une bande de terre à 800 km de large en haute résolution, c'est-à-dire à 70 cm près. Bref, un véritable petit bijou de technologie, mais surtout le Maroc devient le 3e pays africain à disposer d'un satellite espion après l'Égypte et l'Afrique du Sud. Il est considéré comme l'avion de chasse le plus performant au monde. Le F-35 américain a le vent en poupe. L'invasion russe de l'Ukraine pousse de nombreux pays européens à revoir à la hausse leurs dépenses militaires. Le Royaume-Uni se prépare à une attaque directe de la Russie et ils ne sont pas les seuls à se préparer à la guerre. Donald Trump fait exploser le budget défense face à ce qu'il considère comme la principale menace, la menace venant de Chine. Au cours des derniers mois, le monde a semblé plus instable qu'il ne l'avait été depuis longtemps. La défense et la sécurité sont désormais au cœur des préoccupations de la population à travers tout le pays. Une course à l'armement à laquelle aucune puissance n'échappe et qui montre que nous avons basculé dans une nouvelle ère où le monde prend conscience qu'une guerre peut intervenir à tout moment. Le Maroc s'apprête à acquérir un arsenal de pas moins de 600 missiles FIM 92 Stinger Block 1 auprès des États-Unis. Doté d'une technologie de ciblage avancée et d'une grande mobilité, il offre une défense aérienne rapide et efficace aux unités terrestres. Le Maroc s'est engagé ces dernières années dans une transformation radicale de son industrie de défense. L'ambition du royaume est claire, devenir un acteur régional majeur dans la fabrication d'armes sophistiquées, réduisant ainsi sa dépendance extérieure, stimulant son économie et renforçant sa position géopolitique. Pour Vladimir Poutine, produire des chars et des blindés flambant neufs est une priorité, quoi qu'il en coûte. La guerre en Ukraine agit comme un révélateur des besoins en armes. Et tout est bon pour étaler sa puissance devant ses rivaux. Il y a quelques semaines, les États-Unis dévoilent leur nouveau bombardier. Comme si c'était un nouveau smartphone. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Imam Ghalib Stories et merci pour vos commentaires. Alors ce qui est intéressant sur cette chaîne, c'est qu'on a des commentaires et des échanges qui sont vraiment très intéressants. Et comme vous le voyez, donc j'essaie de répondre au maximum d'entre vous. Alors, on vient de voir des séquences et vous allez comprendre tout de suite qu'il y a des séquences qui sont des informations de la télévision française et il y en a d'autres, ce sont des informations marocaines. Alors comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, vous voyez bien la tonalité qui est différente, c'est-à-dire qu'en France, on va utiliser un ton plutôt anxiogène qui va faire peur. Demain, il va y avoir la guerre. Quand on entend ça, on se dit il faut qu'on se barricade tout de suite. Alors qu'au Maroc, on est dans le factuel. Voilà, le Maroc vient d'acheter autant de missiles, autant de drones, etc. Et grâce à Dieu, alhamdoulilah, donc au Maroc, on a plutôt des comportements très sereins. Alors, l'objectif de cet épisode n'est pas de vous faire peur, bien évidemment, vous le savez très bien, on n'est que dans la bienveillance dans cette chaîne d'Imam Ghalib Stories, mais plutôt de vous rassurer sur comment le Maroc va se positionner ou se positionne en cas de conflit mondial. Et vous allez voir que le Maroc a énormément d'atouts qui sont très importants. Pour comprendre les différents comportements que l'on a en ce moment, il faut savoir quand tout va bien, quand on a la croissance, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors que ce soit dans une entreprise, à l'échelle d'un pays ou à l'échelle mondiale. Par contre, quand ça va mal, quand il y a la crise, vous allez avoir l'instinct de survie, vous allez avoir des démonstrations de force, et le monde est bourré de conflits. Il y a des conflits armés, il y a aussi des guerres froides, comme entre les États-Unis et la Chine, et les pays qui sont en paix, c'est plutôt une paix armée. C'est ce qu'on voit en ce moment. Le Maroc a toujours été une énigme militaire aux yeux du monde. Quelle est la particularité de ce royaume ? Pourquoi aucune puissance au monde n'a réussi à l'annexer ? Qu'est-ce qui fait que le Maroc est aujourd'hui plus que jamais impossible à envahir ? Il y a plusieurs raisons. J'en ai retenu 5 qui me paraissent les plus importantes.
le Maroc est béni des dieux, parce que, avant même de parler de sa population, on va parler de cette forteresse naturelle et sa situation géographique extraordinaire. Alors, sur le flanc est, vous avez toutes les montagnes de l'Atlas, le moyen Atlas, le grand Atlas, qui sont complètement inaccessibles pour une armée. Il y a énormément de terrains accidentés, ce sont des espaces qui sont propices aux embuscades, donc il y a vraiment une barrière naturelle qui fait du Maroc un pays qui est infranchissable par le flanc est. Cette barrière naturelle a été prolongée par le mur de sable que le Maroc a fait suite aux différends qu'on a avec nos voisins, et ce mur de sable, je peux vous dire qu'il est bien surveillé, qu'il y a des mines et que c'est compliqué là, à traverser. Au sud, vous avez le Sahara. Attention, je ne parle pas du désert touristique, on va se balader, prendre un petit verre de thé, non. Je vous parle d'un véritable cauchemar à traverser, parce qu'il y a des vents de sable qui, d'abord, sont difficiles à franchir, mais en même temps qui bousillent n'importe quel matériel qui vienne par là. C'est une région qui est très hostile, sans parler de la chaleur qui est insoutenable, et des difficultés de s'approvisionner, que ce soit en eau ou en vivres, pour tenir le coup. Sur le flanc gauche, vous avez l'océan Atlantique, allez-y pour le traverser avec une puissance mondiale alliée du Maroc que sont les États-Unis, avec des côtes qui sont surveillées H24 par le Maroc, et puis tout au nord, vous avez la Méditerranée, avec ce détroit de Gibraltar, où vous avez tous les yeux du monde qui sont rivés dessus. Impossible de passer inaperçu, vous avez des satellites, vous avez des surveillances. Pourquoi ? Parce que c'est un canal de marchandises qui passe de tous les pays du monde entier, passe par là. Et puis en même temps, n'oublions pas que c'est une côte qui est hyper surveillée également. Deuxième élément qui fait que le Maroc est impossible à envahir, c'est son histoire même. Dès la naissance de cet empire, en 711, les habitants du Maroc ont traumatisé le monde. En 711, il y avait eu le premier gouverneur musulman de l'Afrique du Nord, Moussa ibn Nusayr, qui a demandé à son général, un certain Tariq ibn Ziyad, que tout le monde connaît, il lui a dit « Va voir un petit peu en face quelles sont les forces et les faiblesses de nos voisins ». C'est-à-dire, il parlait des hispaniques, donc toute la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne. D'ailleurs, Gibraltar porte le nom de Tariq ibn Ziyad, puisqu'on l'appelle Jabal Tariq. Et pourquoi ? Parce que ce général est parti, normalement en reconnaissance. Eh bien, figurez-vous, il a livré bataille, il a envahi l'Espagne, il a envahi la partie portugaise qu'on voit aujourd'hui, donc toute la péninsule ibérique, et il a envahi une partie de la France. Et c'est comme ça qu'on dit que les Arabes ont envahi l'Europe à une époque, oui, parce que ça a duré 800 ans, donc 8 siècles. Alors, je peux vous dire que les 44 ans de protectorat marocain, je pense qu'on peut passer l'éponge par rapport à nos ancêtres, tout ce qu'ils ont fait. Alors, comment Tariq ibn Ziyad est arrivé à cet exploit ? Bon, il faut rappeler que l'Espagne, quand même, était faible à cette époque-là. Il y avait des conflits internes dans son royaume, parce que c'était également un royaume. Et quand il a débarqué, donc la légende dit que quand ils sont arrivés sur les côtes, c'est 7000 hommes. Il était avec 7000 hommes. Il y en a qui disent c'était 12 000. Eh bien, il a brûlé les bateaux en leur disant, les gars, maintenant, derrière, vous avez l'océan et devant, vous avez l'ennemi. Il n'y a pas d'autre choix, il faut aller de l'avant. Et c'est comme ça que déjà les habitants de ce pays se sont fait une réputation incroyable dans le monde. Alors cette réputation, elle va jouer énormément par la suite. Erdogan, ça c'est une hypothèse de géopolitique que je formule et nous verrons si j'ai tort ou raison, mais je pense qu'Erdogan refait le coup des janissaires. C'est-à-dire que Erdogan, si quelqu'un se met en travers de sa route fermement, il reculera parce qu'il a besoin du mythe de la dangerosité de son armée. S'il y a un risque qu'elle soit défaite, il reculera. Exactement ce que faisaient les janissaires. C'est-à-dire, si vous ne payez pas le tribut, je vous envoie les janissaires. La seule chose qui faisait que ça marchait, c'était d'être sûr de ne pas s'attaquer à quelqu'un qui puisse battre les janissaires. C'est pour ça que les janissaires, par exemple, ne sont jamais allés au Maroc. Vieil État-nation armé. Vous voyez ?
Parce que quand on fait du racket, si quelqu'un casse le nez du racketteur, tout de suite, ça la fait moins, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut des petits nerveux, mais costauds, quoi. Pour faire du racket, il faut le Joe Pesci des affranchis, il faut pas le Joe Pesci de la fin de Casino, quoi. Entre le XIVe et le XVIe siècle, cette région était sous l'emprise de l'Empire ottoman, qui était basé en Turquie. Et l'Empire ottoman a tout fait pour entrer au Maroc, mais il n'a jamais réussi. En 1558, il avait annexé la Libye, la Tunisie, l'Algérie, mais il s'est heurté aux Saadines avec la bataille de Wad el-Lebn. Donc là, l'armée des Ottomans a pris une sacrée raclée et depuis, ils n'ont jamais osé entrer là-dedans. Et l'Empire ottoman était connu par une milice redoutable qu'on appelait les janissaires. En fait, ce sont des enfants, soit récupérés pendant les guerres, soit des enfants du pays qui sont formés pour être des combattants redoutables. Et tous les pays environnants, les villes environnantes, ils avaient peur des janissaires qui avaient une réputation incroyable. On leur disait, soit tu payes, soit on t'envoie les janissaires. Et généralement, ils payaient. Eh bien, les janissaires, ils ont été à l'Est, ils ont été au Maghreb, mais jamais au Maroc. Pourquoi ? Parce que la peur d'une raclée, le Maroc leur faisait peur. Et le problème, c'est que si jamais ils prenaient une raclée, tout le mythe qui reposait sur ces combattants redoutables allait s'écrouler. Et c'est pour ça que la Turquie ne les a jamais renvoyés au Maroc. Et finalement, le Maroc est resté le seul pays à ne pas tomber sous le règne des Ottomans. 1578, les Portugais ont eu la même idée. Ils se sont dit, tiens, on va aller envahir cette partie du Maghreb. Eh ben, ils ont pris aussi une dérouillée pas possible. Il y a eu d'abord le roi du Portugal qui est mort. Il y a eu le sultan et le roi du Maroc. C'est là où on parle de la bataille des trois rois. Mais c'est le Maroc qui en est sorti vainqueur et le Portugal a perdu sa notoriété d'empire maritime. Donc ça a été un petit peu quelque part une humiliation pour les Portugais. 1844, la bataille d'Isly. Alors cette bataille, c'est quoi ? Il faut savoir qu'en 1830, les troupes françaises ont envahi l'Algérie et quand l'émir Abdelkader, qui est très connu pour sa résistance et qui fait la fierté effectivement des Algériens et du monde arabe en général, a demandé de l'aide au sultan du Maroc de l'époque. Et le sultan du Maroc lui a dit, pas de problème, on va vous aider. Alors les troupes françaises ayant appris ça, ils ont dit, tiens, on va aller attaquer le Maroc. Par où ? Par les flancs de l'Atlas. Mauvaise idée, les gars, parce que là, vous avez tous nos schleurs et nos berbères qui sont là, à la pointe, et qui vous attendent. Et là aussi, ça a été une défaite cuisante pour les troupes françaises, qui finalement, pour s'en sortir, ils ont demandé à faire bombarder Tanger. Tanger a été bombardé, ce qui a fait reculer les troupes marocaines, mais les Français ont reculé également parce qu'ils se sont dit on va pas rentrer là-dedans, on veut juste arrêter l'hémorragie. Et il a fallu attendre 63 ans avant que les troupes françaises ne récidivent. Et 63 ans, à quel moment ? Au moment où le Maroc était faible, son sultan était faible, et c'est en 1907, effectivement, qu'ils sont venus avec toutes les armées européennes, avec le soutien de l'Allemagne, le soutien de toutes les troupes européennes, et c'est la France et l'Espagne, effectivement, qui se sont partagés le gâteau de cette partie marocaine. Avec un élément quand même différenciant, c'est que ce n'était pas une colonisation, mais un protectorat. Alors c'est quoi la différence ? La différence c'est qu'une colonisation, vous êtes complètement annexé. C'est-à-dire que l'Algérie, c'était un département français. Il n'y avait personne qui pouvait décider à part les pouvoirs français. Au Maroc, c'était un protectorat, c'est-à-dire qu'on garde le sultan, garde le roi, et parce que s'ils l'enlèvent, là, ils se disent wow, toute la population va nous sauter dessus, ça va être très très compliqué. Donc ils le gardent, ils passent par lui. Alors le roi n'a pas de pouvoir, parce que effectivement, il est affaibli, il y a des forces en face, et
il passe par lui pour toutes les décisions, donc il lui demande pour qu'il demande au peuple ce qu'il faut faire, etc. Alors, vous avez vu qu'il y a des moments où Mohamed V a quand même refusé de livrer au gouvernement de Vichy les juifs marocains. Pourquoi ? Parce qu'ils lui ont dit tu nous livres à tous les juifs marocains, et Mohamed V il a dit ici j'ai pas de juifs marocains, j'ai pas de noirs marocains, de berbères marocains, d'arabes marocains, j'ai des marocains, point barre. Ils sont tous sujets du roi et je ne vais pas vous les livrer. Donc il leur a quand même tenu tête, mais avec beaucoup de diplomatie, pas avec la force. La force, par contre, c'était du côté des résistants. À un moment donné, les Espagnols, qui avaient une partie du Nord, qui avaient la partie du Sahara occidental aujourd'hui, qui est le Sahara marocain, elle a dit à la France, attendez, nous on va y aller. Donc ils ont voulu montrer qu'ils étaient forts. Eh bien, les Espagnols sont partis en 1921 faire une tentative pour calmer effectivement tous ces rifins. Ils ont pris une cetriha, je ne vous raconte pas. Donc ils se sont sentis humiliés. Et là, ils ont demandé à la France, ils ont dit, il faut qu'on y aille avec toutes nos forces. Et c'est là qu'ils ont mis les forces espagnoles, les forces françaises, et ils y ont été avec des armes chimiques. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire reculer et calmer la résistance qu'on avait en l'Atlas. À la fin, la France comme l'Espagne, ils ont jeté l'éponge. 1956, le Maroc a eu son indépendance. Il restait cette partie du Sahara marocain, espagnol, et le Maroc a continué à la réclamer. Et c'est là où, en 1956, le Maroc a aidé l'Algérie pour se débarrasser également des troupes françaises. Et il y a eu un accord entre le Maroc et le président Boumedienne qui avait promis, si le Maroc l'aidait, d'aider le Maroc à récupérer son Sahara au sud. Sauf que, ne voyons pas venir, en 1974, à force de diplomatie, l'Espagne a également jeté l'éponge. Il a dit au Maroc, on va sortir de là, on vous le laisse. Et puis, Hassan II s'est dit, moi j'attends, il n'y a personne qui m'aide, je vais y aller. Et donc, il a demandé 350 000 bénévoles au Maroc pour organiser la marche verte. Je me rappelle, j'étais là au Maroc à cette époque-là, il y avait eu 600 000 volontaires, pas 350 000, ils étaient obligés de refuser du monde. Et cette marche verte a permis de récupérer de manière pacifique, parce que c'était ça le symbole, de manière pacifique, sans les armes, récupérer le territoire marocain. Ça n'a pas plu à M. Boumedienne et c'est à partir de là qu'il s'est mis contre le Maroc et donc on ne sait pas pourquoi. Enfin bon, la suite, vous la connaissez. Alors j'ai parlé de la forteresse naturelle, j'ai parlé de l'histoire du Maroc qui nous démontre que c'est un pays qui est impossible à envahir. Et le troisième élément, qui n'est pas des moindres, c'est la population marocaine. C'est un peuple qui ne se soumet qu'à Dieu et à son roi, qui est considéré comme le commandeur des croyants. Vous remarquerez qu'on ne dit pas le commandeur des musulmans, c'est le commandeur des croyants, quelle que soit leur croyance et religion. C'est pour ça que le Maroc est multi-ethnique, multiculturel. Et c'est le roi qui fédère tout ce monde-là. Et donc c'est pour ça que tous les rois qu'on a connus au Maroc, ce sont des rois qui se sont toujours battus pour protéger leur population. Et le peuple marocain, on le sait, il est prêt à mourir pour son roi. Et le Maroc a cette particularité qui est souvent enviée dans le monde, donc malgré tout. Mais c'est celle qui fait aussi sa force. Et le Maroc est riche de sa diversité. Alors c'est vrai qu'on se chamaille, les Fassi racontent des blagues sur le Marrakchi, les Casablancais vont raconter des blagues sur les Berbères, les Marrakchi racontent des blagues sur tout le monde, tout le monde sait que ça, c'est que de l'humour. Il suffit de toucher une des ethnies pour que le Maroc se lève comme un seul homme. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs tentatives pour diviser le Maroc. Les troupes françaises, la diplomatie française, la diplomatie espagnole, même à une époque, ils ont tout fait pour diviser les Amazirs des Arabes, de ceux qui viennent du Sud, etc. Ça n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui encore, il y en a qui s'y exercent, et je sais que je vais avoir des commentaires de ceux qui veulent nous diviser, mais ça ne marchera pas, les gars. Ça ne marche pas parce que les Marocains sont vraiment solidaires, quelle que soit leur ethnie.
Et ça, je pense que c'est difficile à comprendre, hein, parce que, en fait, au Maroc, il n'y a pas de Marocains noirs, Marocains blancs, Marocains jaunes, Marocains berbères, Marocains juifs, Marocains chrétiens, Marocains arabes. Il y a Marocains, point barre, c'est tout. Et c'est ça la force de ce pays. C'est un outil de puissance politique parce que souvent dans le spatial, on dit par exemple qu'un lanceur, c'est un vecteur de souveraineté. Mais on peut dire la même chose d'un satellite. À partir de maintenant, quand le Royaume du Maroc voudra des images précises de son pays pour gérer ses ressources naturelles, il n'aura pas à les demander à une société privée ou à un autre État. Il sera indépendant. Et en fait, l'enjeu stratégique est là. Le Maroc va acquérir la captation et le traitement de données satellitaires. Les pays qui font ça montent d'un cran dans l'ère de l'information. Le Maroc aurait récemment renforcé son arsenal militaire aérien en acquérant les drones de reconnaissance et d'attaque TB001K Scorpion. Ce drone présente également une portée opérationnelle impressionnante, atteignant jusqu'à 6000 km et peut maintenir une cadence de vol prolongée avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 35 heures. Les forces armées royales du Maroc, phares, ont récemment mené avec succès des essais de missiles. L'opération s'est déroulée dans les provinces du Sud. Cette acquisition vise à renforcer les capacités de dissuasion militaire du Maroc. Le système de défense aérienne Patriot de l'armée américaine est arrivé au Maroc dans le cadre d'essais sur le terrain, en prévision de la finalisation de l'accord en faveur des forces armées royales marocaines phares. Ce projet s'inscrit dans le cadre des hautes orientations royales portant sur la mise en place dans chaque région du royaume d'une grande plateforme de réserve de première nécessité, tentes, couvertures, lits, médicaments, denrées alimentaires, afin de faire face de façon immédiate aux catastrophes, inondations, séismes, crues, risques chimiques, industriels ou radiologiques. Alors, le quatrième point, donc, c'est l'armement et la puissance militaire marocaine. Vous savez, moi je me rappelle de l'époque de Hassan II, que Dieu ait son âme, on voyait beaucoup de parades militaires à l'occasion de la fête du trône. Donc ça se fait de moins en moins au Maroc et c'est une, je pense, stratégie qui a été voulue au Maroc, contrairement à ce qu'on voit par exemple en Russie, hein, que vous avez des parades en Russie. C'est quoi le but? C'est un message pour montrer des muscles, pour dire voilà, on est une force, vous ne pouvez pas nous envahir, vous ne pouvez pas nous attaquer, etc. Le Maroc n'a même plus besoin de faire ça. Donc il est dans la discrétion et je crois qu'il n'y a aucun pays capable de connaître l'arsenal marocain de manière très précise. En plus, le Maroc aujourd'hui, non seulement il a investi dans des armes, mais alors de pointe les plus technologiques, mais il s'est lancé dans l'industrie de l'armement. C'est-à-dire qu'il va devenir autonome, il va fabriquer ses propres armes et il va même exporter. Et quand je parle des armes, il n'y a pas que les armes classiques que l'on connaît, les chars, il y a bien évidemment il y a des satellites de surveillance, il y a énormément de drones aujourd'hui, donc ça permet de mener des guerres sans se déplacer de son fauteuil, mais il y a aussi les armes technologiques et qui sont juste des armes logicielles, d'autant plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. C'est incroyable. Et le Maroc n'est pas à l'écart. Donc il y a des recherches quand même qui sont faites là. Il y a par exemple un dispositif qui s'appelle Brightstorm. C'est quoi? En fait, vous avez une espèce de drone armé avec un missile qui va attaquer une zone, un pays ou une ville. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un logiciel qui va brouiller les radars de l'ennemi ou du pays qui est attaqué. Et ce radar va détecter des milliers de missiles. En fait, il n'y en a qu'un ou deux, peut-être, qui sont vrais, mais il ne sait pas lequel suivre. Et ça, c'est juste de la pure invention logicielle qui permet d'avoir une puissance de frappe extraordinaire. Donc ça montre à quel point cette course à l'armement, bon, j'espère qu'elle s'arrêtera à un moment ou à un autre, mais comme on dit, c'est une paix armée pour que chacun se préserve, et il y a beaucoup de dissuasion. J'espère qu'on n'arrivera pas jusqu'au bout, mais quel que soit X en tout cas, le Maroc a des atouts, et il y en a encore un autre, c'est l'arme économique également. Le Maroc est le deuxième producteur mondial de phosphate. Le phosphate, c'est quoi? Eh bien, c'est avec le phosphate qu'on crée des engrais, et les engrais, qui dit engrais, vous dites alimentation, agroalimentaire, etc. Et ça, c'est une ressource très importante, notamment au regard de ce qui se passe au niveau climatique.
Deuxième point, c'est l'eau. Et ça, c'est depuis l'époque de Hassan II, avec les barrages. Eh bien, aujourd'hui, le Maroc s'est lancé dans des projets pharaoniques. Le dessalement des eaux. Le dessalement des eaux, l'Europe n'a pas osé se lancer là-dedans parce que c'est hyper coûteux. Eh bien, le Maroc, il se lance là-dedans. L'eau, vous savez que ça va être une denrée peut-être rare, une denrée très puissante pour le futur. L'énergie. Je vous parle pas de la station Nord, l'une des plus grandes stations d'énergie solaire, mais il n'y a pas que ça, il y a le cobalt que le Maroc vient de découvrir, et qui dit cobalt dit batterie pour toutes les voitures électriques, et tout ce qui est électrique aujourd'hui, c'est hyper important. Et vous savez que c'est très important, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le futur, des modes de transport, de déplacement. Donc le Maroc, il détient des ressources hyper importantes, il est en train de développer des ressources du futur, et il est en train aussi de travailler sur le raffinement de ces ressources pour qu'il ne les vende pas uniquement en brut. Alors, conclusion, le Maroc est imprenable, et non seulement il est imprenable, mais personne ne laissera ce pays se faire envahir, ne serait-ce que par rapport à ses ressources. Parce que le monde a besoin du Maroc. Ceux qui signent avec le Maroc, ils ne l'ont pas signé pour ses beaux yeux, ils ont signé parce qu'ils ont besoin du Maroc. Et puis, avec tout ce qu'on vient de voir, le Maroc, il vaut mieux être son ami que son ennemi. Alors, il y a nos voisins qui n'ont pas compris, malheureusement, parce qu'ils auraient tout à gagner s'ils étaient vraiment dans la bienveillance et l'amitié. Mais non, ils ont choisi une autre voie. Bah, tant pis, hein, le Maroc, il continue son chemin. Alors, pour terminer sur une petite note positive, je suis tombé sur une vidéo qui me rappelle une citation de Hassan II qui disait que les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Et le Maroc fait partie de ces peuples qui n'abandonnent jamais. Et donc cette chanson qui est celle de Boléro Jacques, peut-être que vous connaissez, donc c'est une chanson latino, eh bien je l'ai trouvée sympa, qui va faire plaisir à tous les Marocains, mais qui va peut-être narguer un peu ceux qui sont envieux envers le Maroc. Voilà, sur cette note, sur cette belle chanson, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Marruecos, te quiero tanto, boom, 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 boom. Marruecos, tierra bonita, boom, 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 boom. Donde el sol siempre te agita, boom, 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 boom. Y su gente es muy bonita. Yo voy a Tanker, me voy a Gadir, Rabat, su capital. Marrakech, qué linda es. Casablanca, para gozar. Ustaradar, yo te canto con mucho amor. Fesimenes, les imperial. Oye, Busnica, también bonita y pequeñita. En Tetuán yo me voy a caminar. La Yuntan, Tan y Mersuga. Y el Sahara es de Marruecos. ¿Cómo? El Sahara es de Marruecos. El Sahara es de Marruecos. أي حلم ماشي بعيد ديما مغرب قلبي سعيد